Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre rétro hebdo de la semaine. La semaine a été très riche en événements ici en République démocratique du Congo. Avec vous, ensemble, nous allons passer au peine fin l'actualité qui a dominé la République, la ville-province de Kinshasa. Sur ce plateau, j'ai comme invité M. Patrice Kobangué Mbelenga. Il est analyste politique. Avec M. Patrice, nous allons devoir commenter l'actualité. M. Patrice Kobangué, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, Marion. Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. C'est partagé. La semaine a été dominée par la vidéo du chef de l'État à Genève, au sommet de Davos, où il est allé échanger avec plusieurs chefs d'État sur des problèmes économiques pour permettre au pays de mieux se vendre aussi au niveau extérieur. Suivi. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est arrivé ce lundi en Suisse pour participer à la 55e édition du Forum économique mondial à Davos. Cette rencontre annuelle réunit des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise, des universitaires, des influenceurs et des organisations non gouvernementales pour échanger sur les principaux défis mondiaux et régionaux. Il s'agit notamment de répondre au choc géopolitique, de stimuler la croissance économique pour améliorer les niveaux de vie des populations et de gérer une transition énergétique juste et inclusive. Cette année, le Forum économique mondial de Davos, qui s'ouvre ce 20 janvier au 24 janvier 2025, est organisé sous le thème « Collaborer à l'ère de l'intelligence ». Ce thème souligne l'importance cruciale de la coopération mondiale à une époque où les avancées technologiques, à l'instar de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique ou encore la biotechnologie transforment rapidement les sociétés. Le président Félix Tshisekedi va profiter de ces assises pour annoncer un vaste projet structurant de lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité en RDC. 4 ministres sectoriels accompagnent le chef de l'État à cette rencontre annuelle. Il s'agit de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, la ministre d'État à l'Environnement, F. Bazaïba, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundeli Boutaï, et celui des Mines, Kizito Pakabomba. Le gouverneur Daniel Bumba a lancé un message pour essayer d'expliquer les tarifs, le respect des tarifs en ce qui concerne le transport en commun suivi. Pour avoir ces grilles tarifaires, ça se fait toujours de commun encore en commission. Les associations de chauffeurs, les usagers de ce secteur-là, et nous, la ville de Kinshasa. C'est une décision qui ne se prend pas de manière unilatérale. C'est une décision qui est concertée par tous les parties prenantes. Alors, nous avons observé aussi une tentative de rébellion ou de trouble d'inquiétude dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, nous devons rappeler que c'est près de 60% des personnes qui prennent les transports en commun. Donc nous n'allons pas permettre qu'il y ait cette menace-là. Et alors nous pensons que les personnes qui s'évertuent à faire ces tentatives, ce sont des personnes non autrement identifiées, qui ne font pas partie du groupe formel de ce secteur-là. Et nous les mettons en garde. Si tout chauffeur ne veut pas travailler demain, qu'il ne s'évertue pas à empêcher les autres à travailler. Nous voulons assez que la grille là soit respectée. Ici présent, il y a la police et même le renseignement qui va continuer à faire son travail pour identifier tout ce malfrat là. Et nous promettons qu'ils ne resteront pas impunis. Ici présent, il y a l'association des chauffeurs, il y a France Académie qui représentait les transports pour permettre à ce que nous puissions rassurer aux Kinois qu'il y aura quand même l'offre de transport demain. Et les privés qui voudront bien venir en appoint vont nous accompagner. Et nous rappelons que l'exercice du transport en commun, c'est une délégation de service. Il revient à l'État de décider. C'est pas parce que Yozumu Tukano, tu as pris ton véhicule, tu as mis à la disposition du transport et c'est toi qui vas dicter la loi. Vous voyez, ce domaine-là reste une matière réservée, vous voyez, de la compétence de l'hôtel de ville de Kinshasa. La tarification ou les tarifs relatifs au transport en commun. Donc, nous demandons aux Kinois de s'apaiser et de vaquer librement leur occupation. La police est là, l'armée pourra venir en appoint s'il y aura justement des gens qui pourront s'évertuer à créer les désordres. Parce que nous pensons que c'est une tentative de rébellion. Monsieur Patrice Kobangué, vous êtes l'invité de ce rétro hebdo. Vous avez suivi le déplacement du chef de l'État en Suisse. Vous connaissez très bien
l'échange avec les autres partenaires, plusieurs chefs d'État, il y a même le nouveau, il y avait les présidents Macron, beaucoup de chefs d'État. Ici, dans la ville province de Kinshasa, le gouverneur qui se bat pour essayer de fixer les prix, mais malheureusement, il n'y a pas une bonne politique qui permet actuellement d'atténuer la difficulté du transport en commun en République démocratique du Congo de manière ramassée. Vous pouvez aussi donner vos impressions. Merci de m'avoir déjà invité. Sur le point de l'actualité de ce qui se passe chez nous et à l'extérieur, le déplacement du président de la République à Davos, je pense que c'est une démarche, encore une démarche de cerner un peu l'évolution de l'économie mondiale. Mais il y a une chose qui c'est parce que moi je me pose beaucoup plus de questions. Avant d'aller balayer chez le voisin, il faut balayer tout d'abord chez vous. C'est-à-dire, le chef de l'État devait initier des grands forums économiques en interne déjà, parce que chez nous, il faut déjà jauger, sortir un mécanisme de sorte qu'il y ait une évolution économique chez nous. Pour faire face avec les autres au niveau extérieur. Avec l'extérieur. Parce que si déjà, à l'intérieur, nous avons déjà des barèmes, nous avons déjà une politique de développement, et je pense qu'on fera face aux exigences aujourd'hui du monde extérieur. Il y a aussi ces difficultés ici en interne, cette économie qui est pratiquement entre les mains des mercenaires économiques, les Indo-Pakistanais. Est-ce que nous, les Congolais, avons-nous le contrôle de notre économie? C'est ça aussi. Ben, c'est ça justement. Donc, il faut déjà que nous reprenions le pouvoir d'achat, le pouvoir de vente, le pouvoir import-export, tout ce qui est économie de notre pays, au lieu d'aller, écoutez les autres qui font de sorte que chez eux marche, parce que c'est là-bas ils proposent. Chaque pays développé propose leur façon de voir, leur façon d'évoluer économiquement, et proposer maintenant les nouvelles technologies, par exemple quand on parle de IA, l'intelligence artificielle. Et nous, pour l'instant, il ne faut pas qu'on s'empresse au fait. Il ne faut pas qu'on s'empresse, non, comme l'IA est là, l'intelligence artificielle, il faut que nous aussi, nous mettons à la page non. C'est vous avez suivi Trump, il a mis combien 500 milliards de dollars pour développer ces secteurs-là. Donc canaliser ce secteur en fait. Voilà. Alors, nous ferons face à cela. Parce que quand on parle de IA, donc intelligence intellectuelle, c'est-à-dire artificielle, c'est-à-dire il y aura des chômages. Donc il y aura les robots qui vont travailler à la place des hommes, des humains. Et déjà dans une partie, par exemple en France ou en Europe ou aux États-Unis, il y a déjà des services qui se font par des robots. Vous voyez. Donc il faut déjà essayer de comprendre si c'est là positif et négatif. Si c'est là arrivé, dans quelle position nous serons? On va se mettre. Voilà. Surtout que nous sommes une population exactement où les gens cherchent du travail. Exactement. Donc nous n'allons pas mettre des robots à la place des hommes. C'est un peu la contradiction avec les réalités d'Afrique ici. Exactement. Donc il faut pas s'empresser. Il faut pas dire bon parce que l'homme est des fois qui n'est pas avisé et des fois curieux de comprendre le mécanisme de l'intelligence artificielle. Donc tout de suite, comme on est dans les TikTok, on est dans tout ça, WhatsApp, on voit ça. Mais en réalité, ce sont des travails qui se volatilisent. Vous voyez. Donc les gens ne travailleront pas. Il n'y a que des robots qui vont travailler. Le gouvernement de la ville province de Kinshasa qui essaie de calmer les esprits en expliquant les prix en ce qui concerne les tarifs. Vous avez suivi, mais en interne, la ville a des sérieux problèmes, des embouteillages. Est-ce que allons-nous continuer ou il faut innover? Parce que maintenant, il faut qu'il y ait des trains, il faut utiliser le fleuve. Ouais. Mais est-ce que avons-nous les moyens de bien mener cette politique? Vous savez, en toute gérance sociétique,
Je pense plutôt c'est question de bonne volonté. Quand vous avez la volonté de faire, ou de parvenir à faire quelque chose, donc la chose là, elle sera faite. Alors, s'il n'y a pas de gens qui s'asseyent pour voir comment l'évolution, parce qu'on est toujours dans l'évolution, dans le numérique, pas même pas numérique, mais dans les développements. Donc le développement, c'est quoi? C'est-à-dire que vous voyez dans un secteur où cela pose problème, alors vous vous mettez là pour trouver des solutions adéquates pour sortir de cela. Mais ici, qu'est-ce que nous constatons? C'est-à-dire que comme les gens sont ailleurs, ils sont débordés au fait. Ils sont débordés parce que il y a les embouteillages, il y a le prix de transport, mais dans cela, j'ai suivi, là le gouverneur exige, donc il prend le dessus sur les gens qui ont fait grève, hein, qui ont voulu faire valoir les associations privées. Il faut dissocier entre le secteur privé et le secteur étatique. Donc c'est-à-dire, si le gouvernement faisait de sorte qu'il y ait beaucoup plus de bus de l'État, hein, comme les Transco, plus de bus, alors en ce moment-là, le secteur privé subira un coût parce que leurs moyens d'exploitation ne sera pas vraiment à la hauteur de ces prix-là. Mais il est gouverneur, au-delà d'aller directement au gouvernement, je crois que la ville a aussi les moyens de mettre une bonne politique en place pour créer une nouvelle société de transport en commun. C'est ça aussi la particularité, la volonté de vouloir apporter un souffle nouveau au développement de cette grande ville de plus de 22 millions d'habitants. Oui, Marion, je vous dis ici que c'est une question de volonté. Allez-y dans d'autres cieux aujourd'hui. Allez-y en Côte d'Ivoire, je sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas au Congo, au fait? C'est un problème de profil. Il y a un problème de profil, il y a un problème aussi des gens qu'on met comme ça, qu'on prend et puis on met à une place où il n'a aucune sans vision, aucune capacité, mais il est là. Mais il faut déjà, quand on place quelqu'un à la tête d'une société, d'un ministère, il faut que la personne soit déjà visionnaire. Il sait déjà que non, ben écoute, moi, voici mon cahier de charges, voici ce que je veux faire, ce que je veux faire, ce que je veux faire. Et je vais aboutir à cela. Diriger une ville, c'est la politique de la ville. Très bien. Il faut avoir une politique de la ville. Qu'est-ce que la ville veut? Qu'est-ce que la ville veut? Oui. Et la ville propose quoi? Très bien. Donc ça dit que le secteur privé, les gens qui font le transport, tout ça, on ne peut pas dire que les transports en commun, des transports privés, pas en commun. En commun, c'est le transport de l'État. Les transports privés. Là, c'est le transport privé. Les taxibus, là, ce sont des gens, ils subissent des coûts de hausse de carburant, les embouteillages, il y a tous ces aléas regroupés, donc des fois, ils ne se retrouvent pas. Donc il faut une commission de fixation de prix paritaire avec les associations, les syndicats par exemple des chauffeurs et tout ça. Là, ils pourront avoir au moins une facilité, un moyen de fixer ensemble et voir aussi comment faciliter aussi ces gens-là qui font dans les deux parties. Mais il ne faut pas prendre, ça devient les imposer. Ce n'est pas un service de l'État comme on dit transport en commun. On prend le privé comme des partenaires en fait. Non, le transport de transport en commun en substitution en fait. Okay. Oui, non, ce sont des privés. Ils ont droit de réclamer par rapport à cela. La semaine a été aussi marquée par les plaintes, les automobilistes. Beaucoup de personnes qui se plaignent sur le comportement de la police routière ici en République démocratique du Congo. Nous avons fait une sélection pour essayer de vous expliquer un peu les dégâts. Vous allez suivre en images qu'occasionnent généralement les PCR, les policiers de la circulation routière.
Suivez cet élément de la rédaction du Kanaki Télévision. Des véritables hors-la-loi, même s'ils se retrouvent dans la police, au sein du département de la police de circulation routière. C'est chaque jour que les Quinois, les automobilistes, les motards et les louchois sont victimes d'actes barbares de la part de ces hommes en uniforme. Soit c'est une roue qui est trouée volontairement par ces policiers de la circulation routière, soit c'est sur le capot des véhicules en imitant Zorro, soit en train de se battre pour arracher les clés d'un véhicule ou encore confisquer une moto de force. Ici, la sensibilisation ou la pédagogie n'existe pas. C'est plutôt la force qui est de mise. Triste pour cette police de circulation routière. En mois de janvier 2025, dans une parade au niveau du stade de Martyr, le numéro 1 de la police nationale, le général Alonga Boni, a sévèrement critiqué ce comportement qui n'honore pas la police routière et a condamné de tels comportements. D'après le numéro 1 de la police nationale, cette fois-ci, les mesures sont très sévères à l'endroit des policiers de la circulation routière, se trouvant dans des situations que vous voyez sur ces images. Kinshasa ainsi que les autres grandes villes n'ont pas besoin de ce genre d'images. Cette vulgarité et attitude inhumaine doit cesser et les décisions prises par la hiérarchie de la police nationale doivent s'appliquer minutieusement et rapidement pour éviter de tels comportements. Pour ces récalcitrants, afin de dissuader ces multitudes des policiers de la circulation routière, communément appelés roulage, de continuer avec de tels ajustements. Trop c'est trop. Voilà, c'est quand même assez compliqué. La semaine a été aussi marquée au niveau de la primature par cette grande réunion de la Première ministre qui a reçu plusieurs autorités au niveau des ministères de l'économie, du ministère de la fonction publique. Les échanges ont tourné autour des propositions en ce qui concerne le SMIG ici en République démocratique du Congo. Je vous laisse suivre. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce mardi une réunion importante à la primature où toutes les parties prenantes se sont réunies pour discuter du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Étaient présents le membre du gouvernement concerné, l'intersyndicat national et la Fédération des entreprises du Congo. Cette rencontre a été l'occasion de clarifier le malentendu entourant l'actualisation du SMIG en mettant en lumière l'importance du respect des procédures légales. La nécessité d'une procédure respectée pour protéger les droits des travailleurs, le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, avait signé en décembre 2024 un arrêté portant ajustement du SMIG. Mais celui-ci avait été jugé non conforme aux procédures établies. Un gouvernement déterminé à améliorer les pouvoirs d'achat des Congolais, le gouvernement souminois qui place les questions d'emploi et de pouvoir d'achat en tête de ses priorités, s'engage à revaloriser le SMIG actuellement fixé à 7,075 francs congolais qui devait passer à 14 500 francs congolais, soit le double, alors qu'il n'a pas été ajusté depuis 6 ans. Le vice-ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a souligné la nécessité de respecter la procédure. Guy Koukou Guedila, président de l'intersyndicat national du Congo, a salué la démarche de la première ministre. Robert Malumba, président de la Fédération des entreprises du Congo, a également exprimé son soutien à la démarche initiée par la chef du gouvernement. C'est avec un sentiment d'espoir renouvelé que les travailleurs congolais attendent désormais les décisions à venir. Grâce à la détermination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, un chemin solide est tracé pour garantir leurs droits et améliorer leurs conditions de vie. Cette réunion a été plus qu'une simple discussion. Elle a été le début d'un engagement collectif pour le respect de la loi et le bien-être de chaque travailleur. Voilà, M. Patrice Kobange, vous avez suivi cette grande réunion au niveau de la primature où on parle SMIG. C'est quand même assez important de le dire et de le souligner. On essaie de préparer le terrain, réfléchir pour trouver les voies et moyens afin d'assainir aussi ce secteur en ce qui concerne le seuil des salaires des personnes qui travaillent de manière officielle ici en République démocratique du Congo. Vous avez suivi le comportement de nos PCR de manière ramassée. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, tout est par terre, au fait. Il n'y a plus de déontologie, il n'y a plus d'éthique dans le travail.
Les policiers, normalement, sont censés d'être exemplaires, des personnes agents de l'ordre. Donc, eux ne doivent pas ramener les désordres dans leur travail. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les gens qu'on a recrutés comme policiers, ce sont des gens qui n'ont aucun bagage intellectuel et des gens qui ne maîtrisent rien. Le fait juste de porter ces tenues de police lui donne ces pouvoirs-là d'embrigader la population civile. De prendre les populations en otage. En otage, au fait. Donc, c'est-à-dire que il peut vous arracher votre clé de contact, ne sachant pas que c'est une infraction. Déjà, c'est une infraction parce que la clé de contact, c'est comme ta clé de maison. Au fait, la voiture, il y a des fois même les policiers qui rentrent dans une voiture. Sans permission. Sans permission. Une voiture, c'est une propriété privée d'une personne. C'est-à-dire que la police ne peut pas entrer là-bas s'il n'a pas un mandat de perquisition. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens-là ne sont pas enseignés. Tous ces gens-là ne sont pas formés pour ça. Donc ce sont des gens qu'on a mis, allez-y, vous mettez-vous au coin. Même pour la circulation, je vous dis, des fois ça m'arrive. Moi, personnellement, ça m'arrive. Je dis, ok, je suis dans un embouteillage, dans un coin, et puis je regarde comment le roulage est en train de réguler la circulation. Et après, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et je sors, moi, ça m'arrive très souvent, de sortir et de réguler la circulation en 5 minutes. Et je leur apprends, deux fois. Voilà comment on se dispose. Voilà. Pour que cela n'arrive pas, qu'il y ait sur un carrefour, il y a quand même des limites, il y a des points, des zones bien établies, que les voitures ne peuvent pas entrer dans ce périmètre. Et vous êtes là, vous laissez les voitures entrer dans le périmètre. Et comme il n'y a pas non plus le marquage aussi. Ouais. Le marquage peut-être là ou pas, mais le policier doit le connaître. Que comme je suis là, la personne doit s'arrêter à 2 mètres, du carrefour. L'autre là aussi, pour permettre celui qui vient comme ça, ou celui qui vient là, ou en face, d'avoir le moyen de se retourner. C'est des données élémentaires. Mais écoutez, mais il faut que ces gens-là soient instruits. S'ils ne sont pas instruits. Formés. Non, je pense que, vous voyez, à notre époque, ou dans les temps où les choses allaient vraiment bien, il y a des policiers qui se sont retrouvés même aux États-Unis. Il y en a il y a un papa là qu'on appelait Charlot. Ouais. Donc lui ne demandait même pas l'argent. Tellement qu'il travaillait bien. Tellement qu'il travaillait bien. Et un autre qui était au boulevard, tellement qu'il travaillait bien. Et une personne, de bonne volonté. Il dit, monsieur, voilà, vous avez assez travaillé. Je vous offre des vacances. Voilà, je vous offre... Non, le séjour. Allez finir votre vie aux États-Unis. Donc pourquoi pas ces jeunes-là qu'on recrute maintenant, c'est ceux-là qui vont. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils raqueter, pour eux, c'est le premier devoir. Voilà. Et le SMIG, la première ministre, l'échange, est-ce que c'est faisable? Je sais que vous avez un sourire. Est-ce que c'est faisable? Non, bah écoute, on attend des fois des mots comme ça qui s'adaptent pas à l'opinion, qui s'adaptent pas à la réalité des choses. Il faut déjà que la première ministre sache que quand on parle de SMIC, il y a beaucoup de mécanismes économiques là-dedans qui rentrent en conséquence. C'est-à-dire qu'il faut calculer déjà le PIB de la population. Combien gagne un Congolais? Le PIB des Congolais, c'est combien? Déjà, il faut le savoir. Et le travail en question, est-ce que ces gens-là travaillent de quelle heure à quelle heure? Et l'heure est payée à combien? Et tout cela, donc il faut mettre tout ça en place pour qu'on parle du SMIC. Et si, je sais pas, au Congo, avec le franc congolais, on va payer... Avec cette évaluation, on va payer combien par heure? Il y a des rémunérations, au fait, des rémunérations qu'on fixe comme ça pour que les gens se retrouvent avec un montant qui corrobore un peu au panier de la ménagère. C'est-à-dire, on calcule de cela comme ça, ici. Parce qu'il n'y a pas de fixation sur le... De manière stable. Stable. Non, on peut pas. On ne peut pas. Combien? La personne qui travaille 1 heure, on le paye combien? On paiera combien?
$10. Avec quel taux? Avec quel taux? Voilà, c'est tout ça, c'est les taux. Il faut mettre tout ça dans un bac et puis réfléchir. Voilà. La semaine a été aussi marquée par toujours le déplacement du chef d'État au niveau de Genève. Et cette fois-ci, il y a eu la proposition, la création du couloir vert au niveau du Kivu. En ce qui concerne les forêts, c'est une proposition que le chef de l'État a fait au niveau du sommet de Davos. Nous sommes dans le volet environnement du climat suivi. Par rapport à la plainte, plainte en principe est contre un secrétariat, mais ce sont des personnes avec handicap. Compte tenu à l'état physique. Discipline, la deuxième chose, Natie Elikia, Nazali politicien. Natie Elikia que Bazali Kotin Nabino te na ba politicien. Non. Que Zali Bino Mokonde bozui problème. Oyelinga yango. Ngai nazamu konzi oyo na kobate la mibeko, na kobate la bae bazali na ba situation et que infraction tie bango. Ah boy boy ko funda mutu moko na ki botangi kombo Eliezer Tambazali député national. Azak muta compétence na ngai. Londi melangai na kotanga na bo sembo nyonso na malembe na procédure toke na procédure ndenge sengeli sans passion. Je regrette que le gisi moi temps mais on va aller assez vite et dit que le banine bo confirmer plainte na bino ndeko oyo totanga na moniki azali avocat boko pona bae bako ya confirmer plainte so pe mamba document mususu ezali mamba élément ba support ezali boko tiana kati ya dossier. Ouais. Si ma to lande la procédure ndenge sengeli po mutu moko te azali kolo ya mibeko boyete na bi mutu moko te azali kolo ya mibeko soki bonyoka mwaki pona songolo pakala tokondana likambo wana awa botangi mutu moko peut-être bato mosusu pe na yoki baza na kati na yoki babetaki conseiller ya ministre na yoki makambo kiliki. Faites-moi confiance oyo mokonzi ya mboka pe apesi ngai. Amen. Landa mikoleleki mwambilinga mbilinga ezalaki mokonzi ya mboka atie biso na esika oyo po tokontinue mosala ndenge elongo bani na bino tokozala quand même un peu plus regardant compte tenu de la situation sociale na bino. Alors entre nous wana siko eza sous judiciaire te pona makambo etali processus judiciaire na soki wana donc voilà, là nous sommes allés un peu vite en besogne, c'était plus la plainte des personnes vivant avec handicap qui ont porté plainte contre le député national Eliezer Tambwe. Il accuse de l'agression d'un des membres du cabinet au niveau du ministère des personnes vivant avec handicap. Là, ils étaient allés déposer leur plainte. Le procureur de la Cour de cassation, M. Firmin Vaudel, les a reçus et accepté la plainte tout en leur prodiguant quelques conseils. Au niveau de Genève, le chef de l'État, où il a séjourné pendant 4 jours, a fait une proposition en ce qui concerne le couloir vert, la forêt au niveau de l'Est. Suivez. Son intervention au 2e jour du Forum économique mondial de Davos en Suisse était très attendue. Une attente qui en valait la peine, car c'est ce mercredi 22 janvier que le président de la République a créé l'événement lors de sa participation aux travaux du panel ayant pour thème « Le dernier poumon de la Terre ». En effet, c'est un tournant dans la lutte contre le changement climatique. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la création de la plus grande réserve forestière protégée au monde, appelée le couloir vert Kivu, Kinshasa. Cette initiative historique sans équivalent transformera non seulement notre paysage naturel, mais également les moyens de subsistance de millions de nos concitoyens. Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Le président de la République a fait remarquer qu'en réponse à la crise climatique croissante et à la déforestation massive qui touche les grandes forêts du monde,
Le couloir vers Kivu-Kinshasa sauvegardera l'avenir du Congo. Cette initiative va bien au-delà de la simple conservation environnementale. Elle constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protégera près de 108 000 km² de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois, dont au moins 20 000 spécifiquement destinés aux jeunes, hommes et femmes, démobilisés des groupes armés. L'annonce de ce projet a été saluée par plusieurs panélistes, parmi lesquels le fondateur du Forum économique mondial, les professeurs Klaus Schwab, ainsi que l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry, qui a salué cette initiative essentielle visant à préserver et à protéger le bassin forestier du Congo et à donner de moins de substances pour des millions de Congolais. Ceux-ci vont ainsi contribuer à prévenir les pires impacts de la crise climatique. De plus, un fonds spécial du couloir vert sera créé pour financer des entreprises et des projets durables le long du bassin du Congo. Cette vaste zone s'étend sur 6 pays, le Cameroun, la RCA, la RDC, le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Et environ 60% de cette forêt tropicale primaire se trouve en République démocratique du Congo. Voilà, création du couloir vert qui part de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi. Est-ce que avons-nous les moyens de mener à bien cette politique? Parce que là, nous associons l'extérieur, parce qu'il faut des grands moyens. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen, nous, en tant que Congolais, et que le pays africain, que nous puissions quand même mettre la main à la pâte pour essayer de faire avancer des grands projets, au lieu de solliciter tout le temps l'aide extérieure? C'est une bonne initiative, c'est des projets louables, mais il y a une chose, parce que bon, je pense, moi je réfléchis pendant ces temps, est-ce que nous avons le pouvoir, nous, en tant que propriétaires de toutes ces forêts-là, d'exiger, de donner nos exigences par rapport à ce que nous voulons? Si nous voulons sauvegarder nos forêts, il faudrait que nous-mêmes nous sachions exactement ce que nous voulons faire de nos forêts. Très bien. Bon, quand on invite des gens venir chez nous, nous donner de l'argent, et ils deviennent partenaires dans nos... Ils exigent aussi, dans nos projets. Dans nos projets, ils sont exigeants. C'est notre patrimoine national. À nous. Alors, c'est-à-dire, on vous donne de l'argent, et vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Et entre autres aussi, on parle de cela, préservation de la nature, biodiversité, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit des entreprises étrangères occuper des forêts, et couper les arbres. Les arbres, déraciner. Déraciner même. Donc, de l'autre côté, on veut protéger, et de l'autre côté, on est en train de détruire. Mais qui c'est qui donne les autorisations à ces entreprises-là de venir... Voilà, de venir couper nos arbres. Est-ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas... Nous avons beaucoup de choses à faire avec nos arbres-là. Et aujourd'hui, ce n'est plus question de... C'est plus un tabou, c'est plus de la magie. Vous achetez des appareils, tout ça. Vous pouvez les faire pour votre économie. Le développement de notre pays ne viendra que de nous-mêmes, avec des bonnes initiatives. C'est-à-dire que nous avons des arbres. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec les arbres? Les mêmes choses que le chinois. Je parle comme ça des Chinois parce que la plupart de ces exploitants, ce sont des Chinois qui exploitent nos grumes. Et ça passe devant chez nous pour aller en Chine. Et qu'est-ce qu'ils en font? Faire le bonheur, là. Pour faire le bonheur en Chine. Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de couper nos arbres et de les transformer en même temps? Ce n'est plus un tabou. C'est question juste de dire que non, là où je suis, je dois protéger ou améliorer mon environnement. Voilà. Donc, un, protéger. Deux, détruire. Qui c'est qui détruise?
Ce sont les gens qu'on donne des licences d'exploitation forestières. Vous voyez? Donc il faut que le gouvernement, à cet angle-là, soit assez regardant pour que cela n'arrive pas. Hein? Vous protégez de l'autre côté et de l'autre côté, vous vendez vos droits même. Il y a des choses qui se passent dans ce pays, je ne peux pas... donc là, c'est dépassant, en fait. L'émotion. C'est dépassant parce que vous allez par exemple à l'Équateur, là-bas, vous allez trouver des Chinois. D'où viennent ces Chinois? Par où ils sont passés? Mais ils exploitent des grands espaces. Et ils sont même, ils prennent l'autorité sur même les populations. Qui c'est qui derrière ça? Oh non, il y a un tel derrière, ou un tel, le gouverneur. Mais non, ça c'est le travail que Constant Moutamba devait normalement regarder pour que tous ces gens-là, les licences-là, il faut que ces licences-là soient surveillées. Et on ne donne pas une licence comme ça sans pour autant aussi être en mesure de surveiller la personne qui l'exploite. Quand vous donnez à un Chinois, il coupe, je dis bien, comme il veut. Il coupe sauvagement des forêts entières, des grandes surfaces. Donc personne n'est là pour leur dire que non, c'est défendu, vous ne pouvez pas faire ça et tout et tout. Non, comme ils ont l'autorité, ils ont le monopole, tout ça. Non, tous ces gens-là, s'ils passent outre la loi congolaise, il faut que ces gens-là soient arrêtés, soient interpellés. Donc c'est ça justement. Il faut que nous devenions sérieux sur tout ce que nous... Et capables de se prendre en charge aussi. Exactement. La semaine a été marquée ici à Kinshasa par cette grande réunion du Conseil de sécurité dirigée par le chef de l'État. Je vais les suivre, le résumé. Des retours de Davos en Suisse, où il a présenté les projets structurants du couloir vers Kivu-Kinshasa lors de la 55e édition du Forum économique mondial, le président de la République Félix Tshisekedi a tenu la nuit de ce jeudi une réunion de crise autour de la première ministre Judith Suminwa ainsi que le VPM de l'Intérieur et celui de la Défense. Ce vendredi 24 janvier, le chef de l'État va présider successivement les conseils supérieurs de la Défense et la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. Commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le chef de l'État va présider ces deux réunions afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu et particulièrement autour de la ville de Goma. Voilà, la semaine a été aussi marquée au niveau du Parlement. Cette fois-ci, c'est le déplacement du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et d'un membre du bureau, M. Njoli, qui était allé représenter la République démocratique du Congo au Vietnam lors d'un sommet sur la francophonie. Je voulais suivre l'interview qu'a accordé le professeur Njoli juste après ce sommet suivi. Le rapporteur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a une fois de plus dénoncé la guerre d'agression dont est victime le pays de la part de son voisin le Rwanda et la passivité de la communauté internationale. Le professeur Jacques Njoli Sengekeli l'a exprimé lors des travaux de la réunion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se sont clôturés le vendredi 24 janvier dans la ville de Kanto au Vietnam. Il représentait à ses assises la chambre basse du Parlement de la RDC après la décision du président Vital Kamerhe d'interrompre sa mission au Vietnam pour retourner au pays afin de suivre de près la situation sécuritaire dans l'est de la RDC aux côtés du président de la République Félix Tshisekedi, de FARDC et d'autres institutions du pays engagées pour le retour de la paix et la sécurité dans la partie est de la RDC.
On a souligné la spécificité de la crise congolaise, qui est un conflit international. Ce n'est pas un conflit interne. Pour parler du dialogue interne, c'est vrai qu'au niveau interne, on a toujours des ajustements à faire, mais c'est d'abord la reconnaissance par la francophonie que c'est une crise de nature internationale, une agression, et surtout, on a souligné la présence, n'est-ce pas, de troupes rwandaises sur le sol congolais, en violation d'un principe fondamental de droit international, le respect de la souveraineté des États. Donc, cette question a été prise en charge, mais l'espace francophone est un espace diplomatique. Il est annoncé une mission de la francophonie, parce que nous ne pouvons pas comprendre les silences de la communauté internationale face à une agression, et on cherche à créer de symétrie avec une probable illusoire présence des FDLR que personne, n'est-ce pas, ne peut prouver. Il faut noter que l'Assemblée parlementaire de la francophonie envisage l'envoi d'une mission de facilitation pour appuyer le processus de Luanda. Entre-temps, les participants aux travaux de Kanto ont tout de même reconnu la volonté du Rwanda de torpiller les efforts conjugués jusque-là dans le cadre du processus de paix de Luanda. Et en marge des travaux de Kanto, la délégation de l'Assemblée nationale de la RDC, conduite par le rapporteur Jacques Njoli, a échangé avec les responsables du Parti socialiste. Les échanges ont tourné autour des relations bilatérales à travers notamment les questions relatives au genre et à l'autonomisation de la jeunesse. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais avant de terminer, Monsieur Patrice Kobangué, la toute dernière question. Vous avez suivi le procès Njoli, la République est agressée pendant des années, et là encore, ça s'est empiré avec pratiquement les menaces autour de la ville de Goma. En peu de mots, qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? En peu de mots, comme vous le dites, je dirais tout simplement, c'est bien de passer le message partout dans tous les forums internationaux, et c'est bien que l'information passe, que les gens aussi réagissent. Bon, quand parce que c'est pas d'aujourd'hui. Les gens parlent, on parle, les Congolais crient depuis plus de 2 décennies, mais personne ne réagit. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre maintenant quelle est notre réaction à nous-mêmes. Il faut déjà que nous pouvons nous prendre en charge pour sortir de ces complots internationaux. C'est un complot international. Donc, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas laisser les autres venir régler les problèmes qui nous concernent, nous. Il faut que nous-mêmes, nous puissions faire de sorte que, voir tous les paramètres qui peuvent nous amener à prendre le dessus sur les agressions. On est capable, je dis bien, le FARDC est capable de bouter les génocidaires et tout ça. Il faut prendre en compte l'infiltration et les gens qui sont les mêmes, au fait, les mêmes qui sont rwandais, les mêmes qui sont par moment congolais, qui sont dans l'armée et ils occupent. Mais je ne comprends pas pourquoi ces gens-là, vous êtes en temps de crise, hein, vous nommez des gens qui ont 2 casquettes. Parce que vous savez, moi je dis très souvent, un Tutsi ne deviendra jamais congolais. Un Tutsi restera toujours rwandais. Et donc, comme on dit, l'adage qui dit, le bois dans l'eau, sur le fleuve, ne deviendra jamais un crocodile. Donc, ils sont comme ça. Ils sont là, ce sont des gens méticuleux, ce sont des gens rusés, et ces gens cyniques, ce sont des gens qui sont liés par un destin commun. Donc, ils ne peuvent pas trahir leur communauté, parce qu'ils se disent, hein, ils ne parlent pas en peuple, ils parlent communauté à chaque fois. Vous leur entendrez donc dire que nous sommes une communauté et non un peuple. Et là, aussi, nous, Congolais, nous les savons aujourd'hui. Au Congo, il n'y a pas de Tutsis congolais. Il faut les savoir. Dans ces moments, il faut les mettre, tous ces gens-là, les mettre dehors. Ils peuvent rester comme tout étranger au Congo, mais occuper de fonctions publiques, il faut les mettre de côté. La diplomatie essaie de se battre, mais nous restons quand même avec l'option militaire. Ah mais bien sûr,
Bien sûr, il faut, je dis bien, il faut, nous sommes capables. D'ailleurs, bon, le Conseil de sécurité et tout ça, mais il faut vraiment chercher des... Pour élargir ces discussions sécuritaires. Ça, c'est notre pays. Avec des experts aussi. Avec des experts qui sont sur le terrain. Qui sont sur le terrain et qui sont peut-être mis de côté, les gens qui connaissent, qui ont des facilités et tout ça. Il faut chercher en nous-mêmes. Pas chercher que non, tel viendra, le Burundi, le Tanzanien, comme on dit, ah non, les Tanzaniens sont venus. Nous sommes capables. Mais il suffit juste que les gens prennent conscience que non, parmi nous, il y a des tops. Il y a des gens qui sont là et qui jouent double jeu. Donc, avec ces gens-là, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Alors, moi, je proposerai au président de la République, bon, je ne peux pas dire ça à la télé, mais si jamais vous pouvez être consulté. Voilà, si jamais Vous êtes consulté. S'il me consulte. En tant que Congolais, vous avez aussi. En tant que Congolais, je lui dirai ce qu'il faut faire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Patrice Kobange-Benenga. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup à dire, mais au courant derrière le temps, on aura le temps de revenir dans pas très longtemps pour parler toujours sur le problème sécuritaire. Merci encore une fois, Marion, de m'avoir choisi pour partager ces moments d'actualité. Et c'était vraiment très captivant. Merci par rapport à tout ce qu'on a essayé d'analyser. Pour le bien des Congolais. Exactement. Merci à toute la grande équipe technique, Mike Amwaka, Samson Ilunga, sans oublier Soule Mboyo. Merci à vous tous. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis le lundi à 7h, mais l'info continue sur la chaîne YouTube. Vous pouvez suivre le rétro. Merci à vous. Au niveau de Paris, Pablo Kiakonda. Merci à toi. Merci à toi aussi, Michel Mongambo au niveau de la Belgique. Merci à Didier Mbouy au Canada. Merci à vous tous qui nous écrivez depuis l'extérieur. Merci pour la confiance. On est fini pour ce soir. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Allez, bye bye.